Le microprocesseur est au cœur du monde numérique. Il a été miniaturisé, diffusé et a transformé durablement le système technique. Les processus d'innovation liés à ce microprocesseur et à la miniaturisation de l'électronique sont complexes et riches d'enseignements. C'est le sujet de cette vidéo. Le microprocesseur est inventé en 1971 et s'adresse alors à un grand nombre de petits marchés, des niches. Tout l'enjeu, c'est de comprendre à quelles conditions son premier gros marché, celui des micro-ordinateurs, va advenir. Parallèlement, l'industrie électronique et informatique va instituer une loi, la loi de Moore, qui va agir à la fois comme une règle pour toute l'industrie, mais aussi comme un défi, celui de miniaturiser des systèmes à une cadence inédite. Et au fond, c'est à une véritable fabrique de l'innovation de rupture que nous allons assister et que nous allons retracer. Comment est inventé le microprocesseur ? Bien, tout se passe au sein de la firme Intel. Fondée en 1968 dans la Silicon Valley, Intel n'est pas, comme on l'entend souvent, l'abréviation d'intelligence. C'est un acronyme pour Integrated Electronics, c'est-à-dire circuit intégré, intégration électronique. C'est un fabricant de puces électroniques, tout nouveau sur le marché en 1968, mais qui a été fondé par deux scientifiques, deux historiques de la Silicon Valley, Robert Noyce et Gordon Moore. En 1969 arrive chez Intel une demande de fabrication de puces spécialisées venant de la firme japonaise Busicom. Busicom, c'est un fabricant de calculatrices électroniques qui a besoin de circuits et de puces électroniques très spécifiques pour ses calculatrices. Il s'adresse donc à cette jeune firme Intel. Et Intel, en recevant la demande de Busicom, commence à réfléchir et à réinterpréter un peu la commande. C'est une commande de 12 puces très spécialisées pour réaliser des opérations classiques d'une calculatrice scientifique de Busicom. Et chez Intel, on commence à se dire que plutôt que réaliser 12 puces spécialisées très différentes, pourquoi ne pas imaginer une seule puce programmable qui réaliserait toutes les fonctions de ces 12 puces en question? C'est Ed Hoff, un ingénieur de chez Intel, qui propose à sa direction, à Intel et à Busicom, aux clients, d'adopter cette démarche. Créer une seule puce programmable pour réaliser toutes les opérations. Cette proposition est acceptée par Busicom, par la direction d'Intel, et la conception et la fabrication de cette puce est lancée. Elle aboutira en 1971 à la puce Intel 4004, qui sera le tout premier microprocesseur. Évidemment, c'est un tout nouveau design qui va s'imposer dans les esprits de ces concepteurs et qui va avoir un potentiel et des applications qui vont dépasser largement le strict cadre de cette première commande. Puce programmable, ça signifie qu'on peut la programmer pour toute autre chose que faire des calculs pour une calculatrice. Les usages possibles vont s'avérer nombreux. Mais le contrat liant Intel à Busicom, dans le contrat, Intel n'avait pas prévu de commercialiser par elle-même sa puce 4004. En fait, tout avait été cédé à Busicom dans le contrat initial lorsqu'Intel commence à réaliser que cette puce Intel 4004 peut réaliser bien d'autres choses que les petites programmations pour cette calculatrice. Intel va négocier le rachat de sa propre invention auprès de Busicom. Il faut bien voir qu'avec la puce 4004 se joue le début d'une petite révolution qui n'a pas été tout à fait anticipée par Intel, qui a inventé la puce, mais n'a pas réalisé toutes les applications générées par la puce. En fait, cette puce marque la convergence de deux domaines qui se servaient l'un l'autre. D'une part, la microélectronique, qui est le cœur de métier d'Intel, qui fabrique les puces, et convergence avec l'informatique, qui réalise les ordinateurs qui sont les systèmes programmables. La puce Intel 4004 va être le début de cette convergence sur un même système. Intel conçoit les puces, conçoit l'Intel 4004, puis les successeurs de l'Intel 4004. Mais ces puces sont utilisables uniquement si elles sont intégrées dans un système. Cette puce ne fonctionne pas toute seule. Alors, des systèmes doivent être eux-mêmes inventés. Les logiciels qui permettent d'utiliser ces systèmes doivent être inventés. Bref, tous les usages doivent être repensés autour de cette puce qui, du fait, devient centrale. Les premières utilisations de cette puce Intel et ses successeurs, ce sont d'abord toutes les conduites d'automatisme. Pilotage de processus industriels dans l'industrie de la chimie, par exemple. Utilisation dans les systèmes automobiles, dans les ascenseurs, qui sont des automatismes très simples. Tout cela avant que cette puce soit utilisée dans les micro-ordinateurs. On a pu le voir avec Gernel et d'autres inventeurs des premiers micro-ordinateurs. C'est seulement après 1980 que le premier marché de masse du microprocesseur deviendra le micro-ordinateur, l'ordinateur IBM PC, le premier. À l'Intel 4004, qui pour certains n'est pas tout à fait un microprocesseur, mais devrait être qualifié de microcontrôleur, suivra donc une génération de nouveaux microprocesseurs. Le premier, ce sera le 8008, livré par Intel un an après le 4004, en avril 1972. Celui-là, c'est précisément celui qui servira à la conception du Micrallen.
Pour donner une idée de la miniaturisation de ces premiers microprocesseurs, il faut rappeler que dans l'Intel 4004, il y a quasiment 2500 composants intégrés, dans une puce qui fait bien la taille de mon pouce. Pour le 8008, ce seront 3500 transistors. Après le 8008, suivra le 8080, qui servira dans les premiers micro-ordinateurs du type l'Altaïr, le 8080, produit aux États-Unis en 1974. Et la dynamique ne s'arrêtera plus jusqu'à aujourd'hui. Le 8080, ce sont 6000 transistors. Alors évidemment, la manière de concevoir le microprocesseur a bien changé depuis 1971. Plusieurs architectures ont été imaginées, plusieurs fabricants se sont imposés sur ce marché du microprocesseur. Intel reste le premier, Motorola, AMD suivant. Néanmoins, ces puces sont toujours plus performantes, toujours plus petites, elles intègrent toujours plus de composants et nécessitent des investissements toujours plus importants. Plus c'est petit, plus ça coûte cher à produire. On assiste à des concentrations progressives dans le domaine qui font qu'aujourd'hui, quasiment, Intel est le leader et il y a quelques suiveurs sur le marché. Gilles a introduit la loi de Moore comme étant à la fois une règle et un défi imposé au milieu de la microélectronique. Cette loi de Moore est très importante pour comprendre la dynamique d'innovation générée dans la microélectronique et en particulier autour du microprocesseur. Alors la loi de Moore, elle a été écrite par Gordon Moore, instituée par Gordon Moore. C'est l'un des deux fondateurs d'Intel. En 1965, il avait posé une première version de cette loi de Moore, indiquant que l'industrie de la microélectronique, pour exister, pour se développer, doit suivre une règle. Doubler la capacité, c'est-à-dire le nombre de composants inscrits sur la puce, tous les 18 mois. La loi sera revue en 1975, sans changer fondamentalement la dynamique exponentielle sous-jacente. Doubler la capacité des puces, des processeurs, tous les 18 mois ou tous les 2 ans, selon la version de la loi de Moore que vous considérez. Toujours plus de composantes sur une même puce qui devient plus rapide, plus performante, de taille plus petite. C'est une dynamique sans précédent dans l'histoire des techniques. Ce n'est pas à proprement parler une loi, c'est plutôt une règle qui a été auto-instituée par les acteurs de l'industrie microélectronique, Intel et Gordon Moore en premier, et qui est devenue de fait un défi pour toute l'industrie. Il faut systématiquement, donc tous les 18 mois, tous les 2 ans, arriver à réduire la taille des composants par 2, ou multiplier par 2 le nombre de composants sur une même surface. Cette miniaturisation à marche forcée, c'est ce qui fixe la cadence de conception, de développement, de diffusion de toutes les puces électroniques et du microprocesseur en particulier, depuis les années 1970. Récemment, il y a eu une petite inflexion au niveau de cette loi de Moore, en 2005. 40 ans après la loi de Moore, on commence à sortir de cette règle, à modifier le type de défi. Faire autrement, faire plus. Cette nouvelle approche, elle est parfois qualifiée de « more than Moore ». Il y a un cercle vertueux entre microprocesseur et micro-ordinateur. Le micro-ordinateur utilise le microprocesseur, toutes les capacités du microprocesseur dopent et entraînent les micro-ordinateurs. On a un marché qui émerge de tout ça, qui suit la dynamique de la loi de Moore de manière quasiment systématique et qui génère toujours plus de besoins. Les micro-ordinateurs appellent des nouveaux microprocesseurs et vice-versa. Les capacités de ce microprocesseur ouvrent des champs nouveaux d'usage, toujours plus nombreux pour le micro-ordinateur. On est dans un cercle vertueux entre informatique et microélectronique, à une grande condition qui a toujours été la même depuis les années 60, il faut développer les logiciels. Il faut penser usage de manière assez systématique. Donc, en résumé, ce microprocesseur marque une innovation de rupture majeure. On a tendance à l'oublier car à force de miniaturisation, ce microprocesseur est devenu quasiment invisible. Et pourtant, il est au cœur de tous nos systèmes depuis 40 ans.